Bonjour Michael. Bonjour Shraga. Alors, qu'avez-vous comme nouvelle à nous apporter de la Knesset, hors Knesset, de l'actualité Alors, comme actuelle? vous le savez, il n'y a pas de Knesset en ce moment, sauf quelques réunions exceptionnelles concernant le budget. Mais il se passe beaucoup de choses en coulisses, justement. C'est donc, en vue des élections du 17 septembre, la gauche tente de se réunir. Alors, depuis la dernière émission, il y a eu plusieurs nouvelles. Meretz a changé de chef. C'est maintenant Nitzan Horowitz, l'ancien député et journaliste, qui est à la tête de Meretz. Amir Peretz a été nommé élu à la tête du Parti travailliste contre les jeunes. On en avait parlé la dernière fois. La jeune garde, Stav Shafir et Itzik Shmoulik, n'ont pas réussi ensemble même à atteindre le score de Amir Peretz, qui avait déjà été chef du Parti travailliste dans le temps. Et la nouvelle importante pour la gauche israélienne, c'est le retour d'Ehud Barak. Alors le retour d'Ehud Barak, qui annonce d'abord son retour, qui 2 semaines après annonce le nom de son parti, donc Israël démocratique. Voilà, donc ça a l'air un parti avec un nom assez banal. Et on a le sentiment que Ehud Barak, en fait, a créé un parti juste pour, en fait, être à la tête d'une nouvelle liste de gauche, rassemblant a priori, éventuellement, le Parti travailliste et Meretz. Donc on a entendu cette semaine Ehud Barak affirmer dans une interview qu'il était prêt à être le numéro 2 d'Amir Peretz. Le même jour, Tzipi Livni, qui, on s'en souvient, avait été expulsé du Parti travailliste, enfin de la liste du Machane Hatzioni dirigé par Avi Gabay, qui est déjà oublié, déjà dans les oubliettes de l'histoire, déjà presque. Tzipi Livni a dit, si Peretz et Barak s'unissent, je reviens. Donc on se retrouve avec... On va essayer de pas trop ironiser, mais disons avec des têtes un peu connues qui reviennent sur le devant de la scène. Ehud Barak, ancien Premier ministre, Tzipi Livni, ancien ministre des Affaires étrangères, Amir Peretz, ancien ministre de la Défense, avec l'espoir pour eux de se retrouver à la même place et face à la liste bleu-blanc où Benny Gantz, qui en fait ne veut pas s'unir avec eux parce qu'il cherche à attirer un électorat de droite et qui cherche aussi, évidemment, comme les autres membres de l'opposition, à renverser Netanyahou. Alors est-ce qu'après, plus tard, on peut imaginer que la liste bleu-blanc, Gantz, Lapid, Yalon pourrait s'unir avec une liste Barak, Peretz, Livni, voire Meretz. On en reparlera sûrement dans les semaines qui viennent, mais disons que pour l'instant, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de discussions dans l'aile gauche de la politique israélienne et rappelons-le, beaucoup de choses en dehors de la Knesset justement, parce que ni Barak ni Livni sont actuellement à la Knesset et qu'il y a beaucoup de gens, on a vu la petite fille de Rabin, l'ancien général Yair Golan, on voit toutes sortes de personnalités essayer de se faire une place sur une de ces listes de gauche, voilà, de se faufiler à la Knesset, et on verra dans quelques semaines si ces personnalités arrivent vraiment à siéger à la Knesset et à faire une opposition suffisamment forte à Netanyahou ou qui sait voir le remplacer. Voilà, ça c'était pour la gauche, et donc peut-être quelques mots sur la droite, peut-être à la droite du Likoud, on sait qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses. Voilà, il se passe beaucoup de choses à la droite du Likoud, comme à gauche finalement, on parle beaucoup, chaque jour apporte ses nouvelles ou ses démenti, et il est sûr qu'à la droite du Likoud, on parle beaucoup d'union, parce qu'on a été un peu traumatisé par les résultats des dernières élections, où des dizaines, voire des centaines de milliers de voix ont été gaspillées, et donc il est indéniable aujourd'hui qu'à la droite du Likoud, le personnage clé aujourd'hui, c'est Ayelet Shaked. Ayelet Shaked qui est rentrée de vacances en Amérique du Nord et qui a promis qu'après ses vacances, elle annoncerait enfin son choix. Alors il y avait 3 possibilités, celle de l'entrée au Likoud, je pense, est compromise parce qu'il y a beaucoup d'opposition au Likoud, même y compris et jusqu'à l'épouse du Premier ministre. Alors il y a 2 options. Elle a rencontré hier Naftali Bennett, son ancien partenaire de la Nouvelle Droite. Ils se sont entretenus pendant plusieurs heures. Ils ont convenu de continuer. Ça s'est bien passé. Éventuellement un retour d'Ayelet Shaked, cette fois-ci peut-être seul à la tête de la Nouvelle Droite, où Bennett serait prêt à céder et des numéro 2 parce que le tandem n'a pas trop marché au niveau électoral, ou bien un retour d'Ayelet Shaked à Beit HaYehudi, le foyer juif, ou dans une constellation de l'union de la droite. On ne sait pas encore. En tout cas, la dernière nouvelle qu'on a, c'est que Ayelet Shaked cherche vraiment à réunir la droite du Likoud dans un espèce de bloc, et assez paradoxalement, au foyer juif, à Beit HaYehudi, c'est surtout l'opposition à Naftali Bennett. C'est-à-dire,
on n'a pas trop apprécié sa manière de claquer la porte. Et donc, un retour de Naftali Bennett, c'est pour le moment le seul obstacle, pour le moment, à une espèce d'union. On a parlé aussi de l'opposition des rabbins. Oui, c'est ça. L'opposition, elle vient aussi des rabbins. Non, l'opposition des rabbins à Yalet Shaked en tant que femme, oui, ça aussi. Mais certains, oui, effectivement, certains voient d'un mauvais œil, certains rabbins voient d'un mauvais œil le fait qu'une femme déjà, non religieuse, puisse diriger un parti religieux. En tout cas, la date délai du dépôt des listes, c'est le 31 juillet. Donc, comme à gauche, comme à droite, il y a beaucoup de discussions en coulisses, justement, et en espérant que le réalisme prendra le pas sur l'idéologie ou les rivalités personnelles. Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Alors, comme chaque semaine, nous avons la rubrique visite interne de la Knesset. Alors, Michael, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors, on va jeter un œil sur les archives de la Knesset. Quels secrets se cachent dans les archives de la Knesset ? Comme vous en doutez, dans les archives de la Knesset, on peut trouver tout ce qui a été écrit, publié depuis la première Knesset, et même d'ailleurs un peu avant les réunions, les protocoles des réunions du premier gouvernement temporaire avant la première élection. Ce qui se passe, c'est que l'accès à la Knesset a été complètement, l'accès aux archives, je veux dire, a été complètement bouleversé ces dernières années, puisqu'aujourd'hui il y a un site internet qui fonctionne très bien et on peut recevoir des informations en se tournant vers le site. Alors qui peut se tourner vers les archives de la Knesset ? Évidemment, les députés eux-mêmes, mais les chercheurs, les archivistes, les journalistes, les historiens. Il y a énormément de choses. Alors, pour vous donner quelques exemples, au-delà des protocoles des réunions et de tout ce qui se dit à la Knesset est quelque part dans les archives. Et bien, il y a aussi 15 000 photos. Alors, 15 000 photos jusqu'à la 17e Knesset. Et depuis, des dizaines de milliers, parce qu'aujourd'hui, les photos sont innombrables, et aujourd'hui, tout est filmé. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une chaîne parlementaire qui a été créée il y a quelques années. De commission donc, on peut retrouver n'importe quel extrait d'une émission de télévision de la chaîne 99, la chaîne parlementaire. On peut avoir accès à des dizaines de milliers de documents. Alors, en fait, c'est un bureau important, la Knesset. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Alors, la Knesset a présenté, donc je vais donner quelques exemples de choses qui ont été demandées ces dernières années à la Knesset. Par exemple, un musée qui demande pour une exposition des photos pour pouvoir exposer des photos de la Knesset. Mais les archives servent aussi au Bureau national des statistiques. Tous les ans, tous les chiffres de la Knesset sont transmis, c'est une loi, voilà, à l'Office des statistiques, le nombre de lois, le nombre de présences, de questions, en fait, tout est noté. Tout est répertorié. Donc on a parlé d'exposition, on a aussi parlé de députés qui cherchent à écrire une loi, un projet de loi, et qui veulent savoir si déjà il y a eu ce projet de loi, a déjà été déposé dans l'histoire. Aujourd'hui, il vaudrait mieux. Voilà, aujourd'hui, savoir si ça a été déjà refusé, quels termes ont été utilisés, etc. On a dit il y a des chercheurs et il y a aussi des députés tout seuls qui s'intéressent à leur propre passé et qui peuvent avoir accès aux informations sur eux. En fait, tout ce qu'ils ont, voilà, tout ce qu'ils ont fait. Il y a des demandes comme ça qui arrivent d'un député ou d'enfants de députés qui veulent rendre hommage à leur père, à leur mère, et qui vont chercher à la Knesset tout ce que leur ancêtre a pu dire, faire pendant qu'il siégeait au Parlement. Voilà, merci Michael. Alors, on passe à la rubrique phare. La rubrique favori. Oui, phare de notre émission, c'est distribution de la rose et du cactus. Alors, la rose, c'est à vous. Alors, cette semaine, pour la rose, on a décidé finalement de donner des roses quelque part de rendre hommage, une rose hommage, comme une fleur sur une tombe, à deux anciens députés, deux anciens parlementaires qui nous ont quittés cette semaine. Donc, Oran Amir, qui a été député travailliste, qui a été ministre, et qui a été une personnalité qui s'est battue pour le droit des femmes à la Knesset, qui a été donc ministre du Travail et des Affaires sociales
pendant le deuxième gouverneur Rabin, entre 1992 et 96, qui après a été ambassadeur ou ambassadrice plutôt en Chine, à une période où les relations entre Israël et la Chine ont repris à partir de 1996. Oran Amir, une grande dame de la politique israélienne, et une autre rose aussi pour David Golomb. Alors David Golomb était le fils d'Eliaou Golomb. Eliaou Golomb était le commandant légendaire de la Haganah. Il était par ailleurs le beau-frère de Moshe Charet, l'ancien Premier ministre, qui avait épousé sa sœur, qui était aussi une fille c'est le contraire, je veux dire, Moshe Charet avait épousé la sœur de David Golomb. Alors David Golomb était un industriel, un homme d'affaires. Il avait dirigé la société, les industries Cour, qui à un moment était très importante dans ce pays, avant de se fondre dans IBS, une autre société. Mais il a eu une période politique, d'abord au Parti travailliste à la fin des années 60, puis à partir de 1977, David Golomb a été un député important parce qu'il faisait partie du parti Dash. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Dash. Dash, c'était un parti de centre dirigé par Yigal Yadin et qui s'est rentré dans le gouvernement, la première coalition de Menachem Begin en 1977, un parti dans lequel il y avait des hommes de gauche et de droite, un parti de centre. C'est le premier parti de centre de l'histoire d'Israël, l'ancêtre des futurs Shinui, Kadima, Yesh Atid. Et donc, David Golomb a été, voilà, tout à fait. David Golomb a été quelques années député et un membre actif de la Knesset, et donc il est décédé cette semaine à l'âge de 86 ans. Alors le cactus, c'est pour vous. Malgré la chemise, c'est-à-dire on aurait pu... oui, tout à fait, c'est pour tromper l'ennemi. Alors, le cactus, déjà, un premier cactus pour le député Ofer Kassif, député qui remplace Dov Hanin, parti communiste Radash, qui fait partie de la liste arabe. Donc, député juif de la liste communiste, en fait. Virulent antisioniste. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, il y a eu deux attaques dans le village de Issaouia, au nord-est de Jérusalem, où un terroriste, chaque fois un autre d'ailleurs, a tiré des fusées pyrotechniques en direction de gardes frontières qui patrouillaient. Je vous rappelle que les fusées pyrotechniques peuvent crever un œil, mais peuvent aussi tuer. Et donc, dans le premier cas, les gardes frontières ont riposté et ils ont abattu le terroriste qui est mort. Dans le deuxième cas, il a été gravement blessé, un autre terroriste. Et Ofer Kassif a trouvé le moyen de se rendre sur place, là où le terroriste a été abattu, avec la députée Aïda Touma Suleiman, de la liste arabe aussi, et de dire, voilà, je me trouve à l'endroit où le shahid, donc le martyr, est tombé. Je suis venu exprimer ma solidarité avec la famille, avec le village, et tout ce que les gardes frontières ont raconté sur le fait qu'ils étaient en légitime défense est faux. Enfin bon, c'est assez regrettable de devoir faire comme ça. C'est pas la première fois oui, il est très provocateur. Ces histoires avec des députés qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer comme hostilité envers l'État d'Israël. Mais là, on parle aussi à nouveau d'un député juif. Alors, juste pour finir, un autre député, aussi de la liste arabe, Youssef Djabarin, qui a assisté à Londres à un colloque antisioniste organisé par une organisation qui s'appelle les Amis de Al-Aqsa, proche des frères musulmans. Et il représentait la liste arabe avec Guidon Lévy du Haaretz dans ce cénacle, dans ce colloque, où évidemment les mots n'ont pas été tendres pour l'État d'Israël alors qu'il en est le député. Eh bien, des cactus bien mérités. Voilà. Merci Shraga. Merci Michael, et au revoir les auditeurs, la semaine prochaine.